uburundi ntibuzopfa uburundi ntibuzopfa kuko bwaravyaye nitwaba tuvyumva kumwe ndagusabe uduze ku kadarapo ugapepeye tutavyumva kumwe ugatabure mugabo nca mpumiriza murakoze cyane murakoze cyane murakoze cyane hari wagatabuye murakoze cyane. C'est un grand bonheur d'être là ce soir. Un bon moment de joie et de partage de nos valeurs et de notre identité culturelle. C'est un moment de sursaut collectif et de questionnement sur l'avenir de notre mère patrie, le Burundi. Après l'entrée succulente que vous venez de savourer, on va vous servir maintenant le plat de résistance. Un plat très copieux, puisqu'il s'agit des présentations de très très haute qualité, comme vous allez le constater vous-même. 3 panélistes, 3 grosses pointures de l'intelligentsia burundaise. Bati izija guhona zihera mu ruhongore, nawe ati izija gukira zihera mu ruhongore. Lui, il s'est investi dans l'éducation des jeunes cadres. Il est professeur à l'université de Sherbrooke, où il enseigne à la faculté de l'éducation. Il nous parlera ce soir de l'implication de la diaspora dans l'éducation au Burundi. Nous accueillons le professeur Jean Gabin Teboussé. S'il vous plaît, professeur. Prenez place, s'il vous plaît. Le deuxième panéliste, il travaille à la cité collégiale à Ottawa. Il est chef de projet et coordonnateur de 3 programmes d'intégration socio-économique des nouveaux arrivants. Diplômé en histoire, en archéologie et en sciences de l'information et du document, il a été professeur à l'Université du Burundi et à l'Université Lumière de Bujumbura. Parallèlement, il a occupé de hautes fonctions administratives dans les ministères et à l'Université du Burundi. Au Canada, il est connu pour son engagement au service de la communauté. Il siège dans plusieurs conseils d'administration, dont celui de Dialogue Canada. Il nous parlera, lui aussi, de l'implication de la diaspora dans l'économie burundaise. Monsieur Apollinaire Yenga, s'il vous plaît. Bonsoir, professeur, bienvenue. Troisième panéliste, notre cher troisième panéliste, il est jeune cadre dynamique à l'Alliance industrielle de Québec. Il est profondément attaché à la valeur du mérite et au culte de l'excellence. Il est l'un des fondateurs du célèbre club Génies en herbe, encore actif au Burundi. J'ai nommé Isaac Nzotungichimhaï. Bonsoir, cher ami. Et bienvenue, bonsoir. Merci. Voilà donc comment nous allons procéder. Vous allez écouter très, très attentivement les communications de ces chers messieurs. Et après leur communication, les deux vont faire une communication, le premier sur l'implication de la diaspora
dans l'éducation au Burundi. Le deuxième, M. Apollinaire Yenga Yengue, sur l'économie au Burundi. Et après, nous donnerons la tribune à Isaac pour réagir ou alors pour nous parler de la suite de cette première convention. Première convention, d'accord, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Et alors, sans trop tarder, je vais inviter Monsieur le professeur Jean Gabin de Woutsé à présenter pour son sujet l'implication de la diaspora dans l'éducation au Burundi. Professeur, bienvenue. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez, je ne sais pas si je ne fais pas ombrage, commencer par la première diapo, s'il vous plaît. Alors là. J'enseigne, alors je vais mettre debout. Premièrement, vous me permettrez de remercier les personnes qui m'ont invité. Il y a à peu près, je pense, 2 semaines, j'avais reçu un courrier en fin d'après-midi qui émanait d'une personne qui s'appelle Florette Rouchiquet. Je ne sais pas si, je pense qu'elle doit être ici quelque part. Et j'ai répondu pratiquement dans les 45 minutes qui suivaient. Sauf qu'après avoir envoyé le message en disant que j'acceptais, je n'avais pas regardé mon agenda, puis je me suis rendu compte que j'avais un autre événement le même jour. Et puis finalement, j'ai été placé dans une sorte de dilemme. Mais après, j'ai dit, je dois absolument y aller. Puis j'ai quand même appelé mes collègues avec lesquels j'avais une rencontre. J'ai dit, je tiens à m'excuser beaucoup parce qu'on avait une réunion quand même aussi importante. En me disant, je vais quand même aller voir ces jeunes qui sont dynamiques, qui d'abord ont pensé à m'inviter, puis aller voir c'est quoi réellement qu'ils font. Et je dois vous dire ce soir que je ne suis pas du tout déçu. Et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Il y a un certain nombre de choses qui m'ont touché. Premièrement, votre sensibilité à la question d'inégalité. La plupart d'entre vous, peut-être, ils ne sont pas nés à la campagne. Moi, je vous dis que je suis né à la campagne. Et je trouve qu'il y a une sensibilité qui, à mon sens, devrait inspirer beaucoup de monde, que ce soit les dirigeants, que ce soit tous les Burundais et même les gens d'ici. Autre chose que j'ai observé qui m'a beaucoup touché, c'est vraiment le leadership transformatif que j'ai observé à travers toutes les présentations. Je trouve que c'est extraordinaire. Je pense qu'au lieu de voir le Burundi comme un verre à moitié vide, il faut le voir comme le Burundi à moitié plein. Ça, je trouve ça important. Troisième chose, qui est alliée d'ailleurs avec ma présentation, c'est la notion de rêve. C'est à travers le rêve qu'on peut réaliser tout ce qu'on veut tout au long de notre vie. J'ai vu à travers les différentes présentations, encore une fois, que vous aviez des rêves. Si vous avez pu les réaliser, c'est à travers l'éducation. C'est parce que vous avez eu la chance de bénéficier d'un système éducatif et également aussi d'aller ailleurs, comme on dit en Kirundi, vous avez eu la chance d'être ici et de vivre dans un système qui justement croit au potentiel des individus et qui croit aussi aux rêves et qui vous permet aussi de réaliser aujourd'hui vos rêves. Donc ça, je trouve aussi que c'est fondamental si vous pensez aussi à permettre aux jeunes de notre pays, de notre chère patrie, de leur donner l'opportunité aussi de réaliser des rêves. Ça, je trouve que c'est fabuleux, c'est magnifique. Je voudrais qu'on vous applaudisse. Alors, sans trop tarder, parce qu'on m'a dit que j'avais un maximum de 10 minutes, je pense que j'en ai déjà consommé un bon nombre de minutes. Alors, très rapidement, moi, ce que je vais vous présenter, je me suis dit, mon Dieu, peut-être parler des défis du système éducatif burundais. Parce que si on fait des choses, c'est important aussi d'avoir un diagnostic réel de la situation. Mais je ne vais pas trop discourir, très rapidement à la deuxième diapo. Voyez-vous, si on avait à inventorier les défis du système éducatif burundais, ils sont nombreux. Mais avant tout, quelle est l'importance de l'éducation dans un pays? Aujourd'hui, on peut dire que tous les pays du monde qui se sont développés, ils ont d'abord investi en éducation. L'éducation aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est là où on peut situer la compétitivité entre les différents pays sur la planète. Au Québec, j'ai eu la chance d'avoir un directeur de thèse qui m'a donné
des opportunités en or, qui m'a permis de comprendre d'où venait le développement du Québec. Dans les années 60, le Québec, ce n'était pas un pays développé comme vous le voyez, ce n'était pas une province développée comme vous le voyez aujourd'hui. Il a fallu que les gens se donnent une sorte de plan Marshall pour développer le Québec. Ils ont créé ce qu'on appelle, vous entendrez souvent, la commission para au Québec. C'est de ce rapport aux parents d'où viennent des universités dans différentes régions, l'Université du Québec en Outaouais, c'est là d'où viennent aussi les cégeps, c'est là d'où vient aussi la confessionnalisation. Donc tout le développement économique du Québec qui a été planifié sur une quarantaine d'années, ça vient de ce rapport aux parents et c'était piloté par quelqu'un qui s'appelle Paul Guéret-Lajoie, qui était le premier ministre de l'Éducation, qui est d'ailleurs l'agent du ministère de l'Éducation au Québec. Et donc il a tout le développement économique du Québec vient de là. Alors, si j'avais à vous parler d'un certain nombre de défis aujourd'hui, je vous dirais que, pour avoir enseigné aussi à l'Université du Burundi, je vous dirais que une des choses que je considère comme étant un défi vraiment de taille, c'est qu'aujourd'hui, on continue toujours, on a un système quand même qu'il faudrait un peu revoir. Je m'explique. On continue toujours à enseigner de façon, je dirais, traditionnelle. On est toujours centré sur la transmission des connaissances. Et souvent, les connaissances qu'on transmet aux jeunes, c'est des connaissances qui sont quand même décontextualisées, qui n'ont pas de lien nécessairement avec la vie réelle au quotidien, avec les réalités qu'on va rencontrer une fois qu'on est sorti de l'université. Et ça, c'est une dimension très, très importante. Et donc, les élèves, comment ils apprennent? Ils les apprennent au centre général, que ce soit les élèves et les étudiants au niveau de l'université. Eh bien, ils sont amenés juste à mémoriser, à apprendre à faire des par cœur. Et quand, au moment de l'évaluation, ils ont à retourner ce qu'on leur a appris. Et ça ne stimule pas nécessairement la créativité. Ce qui veut dire que si on veut parler de la qualité de la formation, il faut bien sûr revoir aussi toute la question des façons d'enseigner, parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès au niveau des méthodes d'apprentissage, au niveau de l'évolution des connaissances. Et donc, ça a un impact sur la façon de transmettre, si vous voulez, le savoir. Et par ailleurs, aujourd'hui, vous savez, je ne vous apprends rien de nouveau. Aujourd'hui, l'économie mondiale est basée sur le savoir. La compétitivité des nations se situe vraiment au niveau du savoir. Ce n'est pas pour rien que l'université, par exemple, d'Ottawa a dit on va permettre aux étudiants internationaux de venir qu'ils vont payer comme les Canadiens, soit dit en passant. Et évidemment, d'autres réalités, c'est vraiment un manque criant de ressources didactiques. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont dit, il manque beaucoup de manuels scolaires. Les étudiants apprennent dans des conditions très très précaires, les enseignants vivent la même réalité, et ça, ce n'est pas nécessairement des conditions optimales pour faciliter l'apprentissage des élèves. Je vous épargne tout ce qui concerne la problématique de la non-disponibilité des élèves aux apprentissages, parce que comme on le dit, à ventre affamé n'a point d'oreille, les élèves qui arrivent en classe sans avoir mangé, ou qui mangent une fois par jour, une fois les 2 jours, ils ne sont pas disponibles aux apprentissages. Je vous épargne ça. Et évidemment aussi, je pourrais vous dire que comme d'autres problèmes, il y a quand même aussi beaucoup d'enseignants qui sont non qualifiés au Burundi. Ça aussi, c'est une problématique. Donc, il faut aussi repenser à rehausser la qualité de la formation des enseignants. Et évidemment aussi, tout cela est lié. Si on veut rehausser la qualité de la formation, il faut aussi valoriser l'éducation. Les pays les plus développés, qui performent mieux sur le plan économique, par exemple les pays scandinaves, la Finlande, la Norvège, tous les pays scandinaves en réalité, c'est parce qu'ils valorisent le métier d'enseignant. Je ne sais pas si vous savez, par exemple en Finlande, c'est comme la médecine. Pour aller enseigner en Finlande ou en Suède, ce n'est pas donné, ce n'est pas n'importe qui peut aller enseigner. Okay? Et évidemment aussi toute la question du surpeuplement des classes. Vous avez dans certains contextes où un enseignant a 100 élèves en classe, et vous imaginez comment il peut faire. C'est vraiment problématique. Je vous parlerai aussi de toute la question de l'inexistence de ce qu'on appelle ici au Québec les services complémentaires. Jusqu'à présent, je vous dirais qu'au Burundi, l'élève, c'est lui qui est responsable de l'échec. Quand un élève échoue, on n'a pas reposé la responsabilité de l'échec. Mais en réalité, quand un élève échoue, il faut vous dire que ce n'est pas lui seul qui est responsable de l'échec. Il y a bien sûr le contexte d'apprentissage, il y a aussi les formateurs. Donc, normalement, on devrait analyser la question de l'échec sous un angle pluriel. Et, par exemple, ici, on sait que dans les écoles, il y a des services de psychologie, des services d'orientation, des services d'adaptation scolaire et sociale. Je me rappelle quand j'ai fini mes études en psychologie à la faculté de psychologie au Burundi, j'avais créé un centre d'écoute et de psychologie que je m'occupais des enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage. Et malheureusement, même si le centre est aujourd'hui fonctionnel, on avait fait quelque chose pour influencer le système, mais
je vous dirais que ce n'était pas toujours facile, mais je pense qu'à ce niveau-là aussi, on peut faire des choses. Mais encore une fois, il faut agir au niveau du changement, au niveau du système éducatif au complet. La question des inégalités d'apprentissage, je vous épargne de tout ça, mais sachez que c'est une inégalité aussi criante. Les inégalités numériques, la question des inégalités sociales et scolaires, la question des inégalités numériques. Donc, quand on compare tout ce qui se passe dans les collèges communaux avec d'autres écoles que vous avez eu la chance de fréquenter, par exemple Saint-Esprit, vous allez vous dire c'est le jour et la nuit. Je viens de participer à une thèse de doctorat dans Burundais qui faisait justement une étude comparative au niveau des universités, des collèges communaux et universités publiques. Si les facteurs de chacun de réussite, je vous assure que c'est une situation très, très alarmante. Bref, ça donne juste un portrait, je pourrais discourir trop longtemps, mais ça donne quand même un aperçu des différents défis et ça nous donne aussi une idée sur tout ce que nous avons comme pain sur la planche. Diapo suivant. Bon, soit dit en passant, je ne sais pas si vous... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été coupé parce que j'ai l'impression que... En tout cas. Bon, je vais aller rapidement par rapport à quelques exemples d'actions. Au niveau des actions, moi, je dirais qu'il faut tabler sur deux niveaux. Il y a des aspects qui se donnent, il y a des interventions qui se donnent à titre ponctuel, mais il faut aussi qu'il y ait des actions qui agissent sur le long terme. Vous en avez parlé, par exemple, sur le court terme, on peut parler d'équiper une école, les ordinateurs, dans certaines situations, par exemple dans la ville, des fois, on peut donner des ordinateurs, ça peut servir dans certains endroits. Vous avez aussi soutenu des élèves qui n'ont pas de matériel scolaire, des élèves qui sont des indigents, qui sont démunis. Vous pouvez aussi aider ici, profiter des opportunités pour mobiliser les différents partenaires pour justement donner des aides aux nécessités au Burundi. Par exemple, chacun dans sa sphère de travail, là où il est, il peut faire quelque chose. Je vous donne un exemple maintenant que Madame Jeanne Gapia va venir à l'Université de Sherbrooke. Moi, je suis en train de travailler pour qu'il y ait plusieurs personnes qui soient impliquées. J'ai le rectorat qui m'appuie, j'ai plein de gens. Je suis en train aussi de mobiliser les gens de la faculté de médecine pour qu'ils puissent être là. Et je suis convaincu après que ça peut servir à quelque chose. Donc, chacun là où il est, il faut profiter des opportunités qui lui sont offertes pour pouvoir faire quelque chose. Évidemment, quand on parle aussi de soutien au plan, si vous voulez, financier, oui, vous le faites, mais aussi vous pouvez soutenir cognitivement, notamment au niveau de l'élaboration des projets. Parce que vous avez eu la chance ici d'étudier dans des systèmes quand même où, justement au niveau des méthodes d'apprentissage, des méthodes d'enseignement, on fait appel à l'apprentissage par projet, par problème, pour justement amener les jeunes à apprendre des choses qui ont aussi du sens. Comment ils peuvent mobiliser. Oui, c'est bon d'avoir les connaissances, mais aussi il faut être en mesure de les mobiliser dans l'action pour que ça serve à quelque chose, pour que ça puisse réellement servir. Sinon, si ça devient des connaissances juste qui vont être emmagasinées dans notre mémoire, d'ailleurs, les études démontrent que pratiquement si on apprend des choses par cœur, il y a pratiquement 80%, ça disparaît quelque part, ça se volatilise. Alors, on peut aussi soutenir, bien sûr, des initiatives d'autopromotion des jeunes. C'est ce que vous faites déjà. Mais, encore une fois, ça c'est très bon, c'est très intéressant. Mais, encore une fois, ça revient à ce que vous disiez, ça n'agit pas sur le long terme. Quand je voyais que dans tout ce que vous présentiez, il y avait un aspect qui touche au leadership transformatif. Ça, c'est un mot qui m'inspire beaucoup. Donc, c'est là où je pense... vous pourriez aller à la diapo suivante. Évidemment... D'abord, je me rends compte que vous m'avez censuré. J'espère que vous avez coupé des choses. Comme prof d'université, je n'aime pas être censuré, je vous assure. J'aurais pu couper des choses. Bon, en tout cas, quelques éléments sur le long terme. J'ai utilisé un terme, je me suis dit, mon Dieu, je l'enlève ou je le laisse? Le terme de militer. Ça peut avoir une consonance politique, ça peut avoir combien, mais ce n'est pas dans ce sens-là. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est qu'au Burundi, on puisse avoir accès. L'accessibilité, normalement, on a eu des progrès quand même. L'accessibilité à l'école. Mais maintenant, la problématique centrale, je vous dirais, c'est un enjeu de qualité de la formation, la qualité de l'éducation. Quand on regarde aujourd'hui, je suis sûr que si on faisait passer, il y a des tests qu'on passe à chaque année, les tests de l'OCDE, les tests PISA, où on évalue les apprentissages de base, en mathématiques, en français, dans différentes disciplines. Je suis sûr qu'au Burundi, là, ce serait une catastrophe. C'est ça qui permet de classer les différents systèmes éducatifs. Ce serait une catastrophe. J'ai vu même un test qui a été passé, mais qui ne revêtait pas nécessairement de caractère standard. En caractère standard, ça a été échoué aussi lamentablement. Donc,
Au niveau, ça c'est un enjeu important. Donc, moi, je dirais première chose, ce serait important que les gens qui aspirent au pouvoir au Burundi puissent prendre des engagements fermes en matière d'éducation. Qu'est-ce qu'ils vont changer réellement par rapport aux problématiques qu'on a? Ça transcende les ethnies, ça transcende les gens. Mais il faut qu'il y ait vraiment des engagements fermes où ces gens-là peuvent aussi être imputables de ce qu'ils ont promis. Parce que l'enjeu, vous avez parlé de changement de mentalité, il y a la notion d'imputabilité aussi, ça c'est très important. C'est très important, il faut que les gens soient imputables de ce qu'ils font. Évidemment, militer aussi pour les vrais états généraux au Burundi. Parce que pour arriver à faire quelque chose qui soit structurant, sur le long terme, hein, il faut agir justement sur tout le système. Sinon, c'est comme si ici il y avait un trou quelque part, il y a la pluie qui rentre, et puis on ferme le trou, puis après demain il y a un autre trou. Donc il faut plutôt penser à changer tout le toit, donc autrement dit changer tout le système. C'est ça qui est plus rentable sur le long terme. Évidemment, ça implique d'impliquer tous les acteurs, les parents, les élèves, les apprenants, que ce soit les élèves ou les étudiants, parce que s'il y a une des choses que j'ai compris dans le système ici, c'est de valoriser le potentiel de tout un chacun. Je suis convaincu, moi je suis prof d'université, mais je peux vous dire qu'un enfant de 2 ans, un bébé, il y a beaucoup de choses à m'apprendre. Ça aussi c'est fondamental. Okay? Donc, je reviens un peu à cet aspect pour dire des états généraux. Pour moi, ça devrait être quelque chose qui devrait vraiment nous amener à nous dire, tiens, on voit qu'au niveau du système éducatif, il y a des problèmes. Et ces problèmes, on ne peut pas, si on ne peut pas continuer à faire des actions juste de courte durée. Il faut penser système et penser sur le long terme. Parce que quand on cause de dommages au système éducatif, ça va prendre plus de 25 ans. Ça prend toute une génération pour les changer. Donc, plutôt que d'avancer en persévérant dans l'erreur, je pense qu'on devrait faire le point et faire en sorte que tous les acteurs du système éducatif puissent être interpellés et qu'on mobilise tous les partenaires et tout le monde, chacun dans son secteur. Je suis convaincu qu'on peut mobiliser des fonds, on peut chercher toutes sortes de soutien, mais pour qu'on puisse faire quelque chose qui soit structurant sur le long terme. Je vous remercie. Merci.